y a à retenir du chapitre 8 sur la conclusion du contrat et les conditions de sa validité. Ok, donc vous le savez, il y a 3 conditions pour qu'un contrat soit valable. Le consentement des parties, la capacité des parties et le contenu licite du contrat. D'accord? Et une petite 4e qui peut être la forme du contrat qui est obligatoire dans certains cas. Alors, le consentement, ce qu'il y a à retenir, c'est que pour que le consentement soit valable, il faut qu'il y ait une offre acceptée. D'accord? À savoir qu'une offre, elle peut être écrite, verbale ou être issue d'un comportement ou d'une attitude. D'accord? Ce n'est pas forcément quelque chose d'exprimé. Exemple, un taxi en tête de station, eh bien, l'offre n'est pas verbale, l'offre n'est pas écrite, mais le taxi est là, c'est que c'est une offre pour que vous rentriez dans le taxi. Voilà. Donc, il y a ce morceau-là, l'offre, mais il y a aussi l'acceptation, qui là aussi peut être expresse, c'est-à-dire écrite, orale, avec des gestuels, mais aussi dite tacite, donc avec une attitude, un comportement. À savoir que le silence, le principe est qu'il ne vaut pas acceptation, le silence ne vaut pas acceptation, sauf si eh bien, il en est prévu autrement. C'est-à-dire que la loi fixe, si rien n'est prévu, que le silence ne vaut pas acceptation. Mais si il est prévu dans le contrat que le silence vaut acceptation, alors le silence vaudra acceptation. Simplement, si rien n'est prévu, c'est la loi qui s'applique et la loi dit que le silence ne vaut pas acceptation. Voilà. Donc là, il y a une possibilité de prérogative. Donc on est dans quelque chose dans une loi supplétive. Vous vous rappelez, il est possible d'y déroger par un contrat. Donc si dans le contrat, on dit que le silence vaut acceptation, alors le silence vaut acceptation. Donc cette offre et cette acceptation, eh bien, elle peut être parsemée de phases précontractuelles. Avant d'accepter, il peut y avoir des phases précontractuelles qui peuvent être des pourparlers, donc c'est-à-dire que ça va être simplement une phase de discussion de bonne foi où on va discuter des termes, et des phases de pré-contrat où là on va avoir par exemple des promesses de vente synalagmatique, donc des compromis ou des promesses de vente unilatérales, tout ce qu'on avait avec Madame Crépé. Donc c'est-à-dire qu'avant qu'il y ait acceptation, il peut y avoir des phases précontractuelles avec des pourparlers, donc de la discussion, ou des contrats qui sont signés en amont du contrat final. D'accord? En amont de l'acceptation finale. Donc nous sommes toujours dans la partie du consentement avec l'offre et l'acceptation, et à savoir que le consentement peut être vicié, à savoir que l'erreur, le dol et la violence ne sont considérés comme vices que si ils ont comme effet le fait qu'ils touchent à quelque chose qui était indispensable et substantiel. C'est-à-dire, s'il y a une erreur sur une information sur un bien, mais que dans tous les cas, erreur ou pas, ça changeait vraiment pas grand-chose, la personne n'en avait rien à faire, alors le consentement n'est pas vicié. Il y a eu erreur, mais ça ne touche pas à quelque chose de substantiel qui fait que si l'erreur n'avait pas été faite, que si les personnes avaient été au courant de l'erreur, alors ils n'auraient pas acheté. Vous voyez ou pas la nuance? Donc, l'erreur, le dol, la violence sont des vices si leur nature fait que les parties n'auraient pas contracté s'ils avaient été au courant des vices. Vous avez compris? On va zoomer sur ces 3 points. Donc l'erreur, ça va être quand il y a une mauvaise représentation de la réalité par le contractant. D'accord? Donc c'est l'agent immobilier qui vous présente un bien de 60 mètres carrés alors qu'en réalité il en fait 70, ou plutôt l'inverse, en réalité il en fait que 50. Ensuite, nous avons le dol, où là il y a une intention. Le dol, c'est vraiment une intention de faire une erreur en fait. On va vouloir nuire, on va vouloir tromper, et ensuite on a la violence, qui elle peut être morale ou physique, hein, donc c'est pas que physique, ça peut être aussi moral. Et donc là, c'est quand on va mettre une pression, que ce soit physique ou morale du coup, une pression sur quelqu'un pour obtenir son consentement. Donc s'il y a une erreur, un dol ou une violence qui est utilisée pour pouvoir obtenir le consentement de quelqu'un, eh bien, l'une des 3 conditions donc du contrat, qui sont le consentement, la capacité et le contenu, n'est pas respectée et donc le contrat ne sera pas valable. Donc ça, c'est pour tout ce qu'il y a à savoir sur le consentement. Il faut qu'il y ait une offre
et une acceptation, toutes les deux valables parce qu'elles ne sont pas viciées. D'accord? Voilà. Ensuite, nous avons donc la capacité de contracter. Il faut que les personnes soient capables juridiquement, c'est-à-dire qu'elles soient ni des mineurs non émancipés, ni des majeurs protégés. Pour valider des contrats importants comme des actes de disposition, eh bien, il faut évidemment avoir une capacité à contracter. Et cette capacité sous-entend une capacité de jouissance, c'est-à-dire être capable d'être titulaire de droit, et une capacité d'exercice, c'est-à-dire une capacité de pouvoir exercer ses droits. Donc la capacité de jouissance, tout le monde l'a, mais la capacité d'exercice, pas forcément. Quelqu'un sous tutelle ne pourra pas forcément exercer le droit de propriété qui est de vendre sa maison, etc. Enfin, troisième condition, le contenu qui doit être licite est certain. Donc il faut savoir que la prestation qui est promise, on va dire, dans le contenu du contrat, donc de vendre une maison, d'acheter du pain, etc., eh bien, ça peut être une prestation présente ou une prestation future. On signe un contrat qui dit que dans X années, je t'achète ta maison. Voilà. Attention, cette prestation doit être possible et elle doit être déterminée. On doit parler de choses précises, possibles et soit présentes, soit futures. Donc si une de ces trois conditions fondamentales du contrat n'est pas respectée, il peut y avoir donc nullité du contrat. La nullité, elle peut être absolue ou elle peut être relative. Donc, qu'est-ce que cela change? Une nullité absolue, eh bien, c'est une nullité qui va permettre de sauvegarder l'intérêt général. C'est-à-dire que toute personne intéressée qui trouvera que les trois règles n'ont pas été respectées et que donc il est nécessaire de demander la nullité absolue du contrat, toute personne pourra demander cette nullité absolue du contrat. Voilà. À partir du moment où on touche à un contenu qui est illicite, où on touche au non-respect de la forme, à quelque chose qui touche à l'intérêt général, d'accord? Cependant, quand ça touche seulement à des intérêts privés, on va être sur la capacité, sur le consentement, alors là, on va être sur une nullité relative dans un intérêt privé, et là, seules les parties pourront demander la nullité du contrat. À savoir que cette nullité, eh bien, elle va avoir soit des effets rétroactifs, soit des effets pour l'avenir. Donc la nullité du contrat, il faut savoir qu'elle va avoir pour effet de remettre les parties au maximum comme elles étaient avant la conclusion du contrat. D'accord? Remettre les choses dans l'ordre et faire comme s'il ne s'était jamais rien passé. D'accord? Donc soit ça va être de manière rétroactive, où on va pouvoir, on va dire, récupérer tout ce qui a été fait avant et revenir comme avant, soit c'est pour l'avenir, et bien maintenant on arrête et pour les prochaines fois, ça redevient comme avant. Dernière chose, un contrat peut devenir caduc si une des conditions qui faisait que le contrat était formé valablement n'est plus respectée. Exemple, eh bien, si la personne à l'époque de la conclusion du contrat était encore capable et que depuis elle est devenue incapable, elle ne peut plus respecter ses obligations, eh bien le contrat devient caduc parce que un des trois éléments fondamentaux de la conclusion du contrat n'est plus respecté aujourd'hui.